Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, un podcast un peu spécial puisque pour la première fois on est en vidéo et en audio, donc vous pouvez nous écouter sur les canaux traditionnels, vos applications de podcast préférées sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et les autres comme d'habitude, mais vous pouvez voir notre tronche également à 7h30 du matin, sans café, si vous allez sur le YouTube d'AWS France ou sur mon YouTube perso Sebsto, SEB-STO. Ça c'est la première raison pour laquelle il est exceptionnel. La deuxième raison, c'est parce que j'ai plein d'invités autour de moi, vous allez découvrir, je vais vous les présenter au fil du podcast. Et puis la troisième raison, c'est parce qu'on est à Las Vegas et on n'enregistre pas tous les jours à Las Vegas. Qu'est-ce qu'il y a à Las Vegas cette semaine? La conférence AWS reInvent. Je commence par Olivier. C'est ton premier reInvent. Ça fait quoi d'être ici? Déjà, super content d'entendre que l'émission est exceptionnelle grâce à nous. Hein. C'est la principale raison. Non, c'est la première fois effectivement à reInvent. L'ambiance est extraordinaire. Je suis super content d'être là. Et c'est ma première grosse conférence depuis que j'ai rejoint AWS, donc première conférence organisée par AWS. 50 000 personnes. Effectivement, plein de sessions, pas mal dont je voulais aller voir, mais beaucoup trop. Et 1000 sessions, elles seront disponibles voilà, d'ailleurs. c'est pour ça que je peux pas toutes aller les voir. Heureusement qu'elles sont en vidéo parce que c'est difficile d'entrer. Prends le micro. Je disais heureusement qu'elles sont en vidéo parce que c'est difficile de rentrer avec tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il y a des longues files d'attente aussi pour Ça parle du succès. pour les sessions. Et non, j'ai fait un petit tour hier sur l'espace Exhibition et j'ai vu pas mal de clients, de partenaires et c'était super intéressant de voir comment ils jouaient bien le jeu de la conférence. Tout le monde a passé un très bon moment. Et donc voilà, ravi d'être ici. Alors on a des casquettes ridicules sur la tête et on se fait arrêter dans les couloirs tout le temps parce qu'on porte ces casquettes. Si vous écoutez en audio, je vous décris la casquette, il y a marqué Cloud Quest, mais surtout il y a une petite girafe magnétique qui est là qui se balade au-dessus de nos têtes. C'est quoi Cloud Quest? Alors je crois qu'elle s'appelle Cloudy, c'est la petite girafe, ouais, qui porte un casque de verre, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est une girafe avec un casque de réalité virtuelle. Voilà. Et Cloud Quest, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme pour apprendre AWS sous la forme d'un jeu. Donc c'est un espèce de jeu de rôle, tu incarnes un personnage. Tu as plusieurs rôles, donc, tu peux être un solution architect, un ingénieur en machine learning, ou tu peux être un débutant, cloud practitioner. Et donc voilà, tu vas te promener dans une ville et tu vas rencontrer des gens qui ont des problèmes. Par exemple, ils ont besoin d'héberger un site web et tu vas devoir résoudre leurs problèmes. Ça m'arrive tous les jours quand je me promène. On m'arrête dans la rue. Ça peut arriver ici, je pense. Hein. À Las Vegas, on avait pas mal de monde. Et en fait, donc voilà, tu as une partie courte, donc tu vas apprendre des choses, et tu as une partie pratique, parce que c'était vraiment un des buts de l'équipe de CloudQuest, c'était de faire apprendre par la pratique. Et donc tu as une petite sandbox AWS qui va être créée pour toi, et dans laquelle tu vas devoir du coup manipuler et résoudre les problèmes des gens. Puis à la fin, tu as un petit badge qu'on te donne quand tu as fini toute l'émission. Et la quest ultime, c'est la girafe? Je crois qu'il y a un truc à un moment quand tu as assez de rewards, tu les collectionnes et t'as effectivement t'as la girafe. Super moyen pour apprendre le cloud, en tout cas pour pouvoir pratiquer avec les mains dans le cambouis, avoir des environnements pour résoudre des use cases. Et en fonction des profils, donc le profil Cloud Practitioner qui est celui pour débuter, c'est gratuit. Pour ce profil-là, après pour les autres profils, c'est un abonnement par mois qu'il faut payer, mais qui reste assez modeste. Mais au moins pour tester avec la Practitioner, la plateforme est gratuite. Donc voilà, quelque chose à faire. Cloud Quest, vous partez de Skill Builder, skillbuilder.aws ou skill.builder, je ne sais plus, enfin vous tapez dans Google. Votre moteur de recherche préféré, voilà, il trouvera. Et vous trouverez assez facilement. La personne à ta droite s'appelle Jérémy Rodon, tu es Cloud Architecte chez Devoteam et chez Revolve. Oui. C'est pas la première fois que tu es dans le podcast AWS, les auditeurs habituels te connaissent déjà, tu as déjà fait des récaps aussi, tu connais ce format-là? Oui. Même en vidéo, on était sur Twitch en direct l'année passée. Oui. Ouais. Pour le reInvent? Ouais. Ah oui, c'est vrai. On était filmé. Ouais. D'accord. Bon. C'était pour ça qu'il y avait une caméra devant. Alors, tu es arrivé ce matin ici sur le studio et tu as dit, il y a eu un truc génial pendant la keynote de Peter DeSantis hier. Oui. C'est quoi? Je l'ai regardé à 5h du mat ce matin, parce qu'avec le décalage horaire, voilà. Donc, elle était en vidéo, je regarde la keynote, et à la fin, annonce géniale, le Cold Snap pour Lambda. Donc, le fait que maintenant, on va pouvoir lancer
nos environnements lambda, ou plutôt AWS va lancer nos environnements lambda, en utilisant un snapshot, et l'idée étant d'annihiler le problème du call start. Alors, c'est quoi le problème du call start? On va rembobiner un tout petit peu. Alors on rembobine un petit peu, désolé, voilà, je m'excite. Et du coup, l'idée c'est que quand on lance une fonction lambda, AWS doit provisionner un environnement. Pour ça, il lance une micro VM, donc avec une technologie qui s'appelle Firecracker, pour ceux que ça intéresse, et qui est open source. Et cette micro VM, une fois qu'elle est lancée, elle doit aller chercher le code, et puis elle doit lancer le runtime, et puis elle doit commencer à exécuter le code. Et pour certains langages, comme par exemple au hasard Java, ça peut être significativement un petit peu long avant que le vrai code opérationnel de notre fonction lambda soit invoqué, quoi. Ça peut prendre des secondes. VM, de changer toutes les classes. C'est surtout la JVM, le chargement des classes, la décompression du bytecode, tout ça peut prendre énormément de temps. Quand tu dis énormément de temps, je lisais un blog ce matin, jusqu'à 12 secondes parfois sur ouais, ça c'est extrême, c'est avec des choses comme Spring Boot et des trucs vraiment très très conséquents. Mais même quand c'est pas extrême comme ça peut être un peu long. Et quand on a eu des applications synchrones en serverless, donc des choses par exemple avec de l'API Gateway et du Lambda derrière, ça peut être un petit peu embêtant parce que le premier call est quand même significativement plus long que les autres. Premier call. Oui, le premier. VM, donc si on en a 5000, on peut quand même encore avoir des premiers calls quand le truc scale. Oui, exactement, tout à fait. Et donc si on a 10 calls qui arrivent sur API Gateway en parallèle, en fait, il faut popper 10 environnements, ou peut-être 9 s'il y en avait déjà un, et il y a 9 personnes qui ont une mauvaise expérience. Bref, tout ça disparaît avec la capacité de Lambda à maintenant faire des snapshots de nos VM initialisés, avec notre code qui a déjà tourné, notre code d'initialisation qui a déjà tourné. Et en fait, maintenant, AWS va snapshotter ça. Comme on snapshot une VM? Comme on snapshot une VM. Alors, comment on fait ça? C'est une très bonne question. C'est pour ça que Firecracker existe, parce que c'est quand même pas si facile de snapshotter la mémoire et les states du processeur, etc. C'est quand même un beau tour de magie. Mais ça, c'est Firecracker qui s'en charge. Et là, maintenant, on va appliquer ça et on va snapshotter la fonction initialisée de sorte à ce que les nouveaux appels se passent de faire les 6-12 secondes dans les cas extrêmes de call start. Et j'ai trouvé ça absolument génial pendant qu'il était en train d'amener l'annonce en regardant la vidéo. Moi, j'étais dans mon lit en train de regarder et j'étais là genre oh non, oh. Et effectivement, c'est ça qu'il annonce. Et c'est quand même pas simple, hein. Et donc, il adresse ensuite derrière des problèmes classiques qui arrivent avec ça. Donc, par exemple, la génération de nombres aléatoires. Qu'est-ce qui se passe si on snapshot la graine de génération? C'est qu'en fait, on se retrouve à avoir des fonctions qui sert à générer des clés après. Toutes les fonctions vont avoir le même. Exactement. Et donc, non, mais c'est pris en compte. Donc, ils ont pris ça en compte dans la partie runtime, sur les librairies OpenSSL, etc. Nous, en tant que développeurs, il faut qu'on le prenne en compte aussi, en évitant notamment de faire ce genre d'initialisation en dehors de notre handler, donc de la fonction à proprement parler qui est exécutée à chaque fois. Donc, faut faire un petit peu attention à ça, mais le gain est gigantesque. Donc, on a tout intérêt à le faire. Il y a d'autres trucs qui ne sont pas restaurés. Les connexions réseau. Donc, typiquement, on ouvre des connexions JDBC vers RDS. Oui. Ça, il faudra les refaire quand même dans le handler. Oui, il faut que. Mais je suis pas sûr que ce soit un gros problème parce que ça, justement, si on fait du JDBC, finalement, le côté retry est assez facile à mettre en place. On n'a pas besoin en tant que développeur de pondre 300 lignes de code supplémentaires pour ça. Pour Boto 3, pour les SDK, j'ai l'habitude de faire du Python. Pour le SDK AWS, ils ont déjà fait le travail pour que ça se passe bien. Donc, AWS a déjà fait le travail. Et puis, un autre truc pour les développeurs aussi, c'est, je disais, si vous avez un cache et que vous avez hydraté votre cache dans la fonction init, le cache il sera peut-être déconnecté des vraies données. Donc, il sera plus synchro par rapport à vos données. Enfin bon, ce sont des petits inconvénients pour un énorme avantage. Je sais même pas, parce que si on fait un cache, de toute façon, on vérifie quand même si le cache est stall ou pas. Donc, d'une façon je pense que normalement, mais il y a un mais. Mais il y a un mais. Parce qu'on parle de Java et JDBC là depuis le début, je vais vous demander pourquoi est-ce qu'on parle de Java. C'est pas Jérémy qui est devenu développeur Java sur la nuit. Donc non, je suis pas devenu développeur Java. Moi, sur le coup, j'ai bien vu que l'exemple était fait en Java, mais moi je me suis dit, c'est bon, c'est pour tout. Et donc je suis arrivé en pensant que ça marchait aussi. J'étais super excité et là ils m'ont cassé le moral tout de suite en me disant non, mais c'est que pour Java pour l'instant. Bon, je pense que ça va arriver pour les autres langages, parce que pour les autres langages, alors c'est sûr que c'est moins
C'est peut-être moins important. Enfin, Moins- je veux dire, en fait, ça runtime paraît moins TypeScript ou important, Python mais- démarre plus rapidement. Moins urgent. Moi, l'avantage, Moins urgent, ouais. l'avantage, c'est que je vais voir quand même des clients et que je sors un petit peu de AWS. Et finalement, quand je recommande le côté serverless, donc le classico-classique, API Gateway pour prendre les connexions, Lambda pour faire le traitement, DynamoDB derrière pour faire le côté state management. Ça, c'est un modèle très classique de serverless synchrone avec une API REST. Et en fait, il y a quand même des clients que, même avec du Python derrière, le petit call start Python qui fait 400, 500 millisecondes, ça dépend un petit peu, eh ben ça les embête aussi. Alors, ils commencent à s'inventer des stratégies de comment est-ce qu'on garde les lambdas chaudes, etc. On a quand même aussi ça. Le gros de l'implémentation, enfin sous le capot, comme tu l'as dit, c'est Firecracker. Firecracker, c'est cette technique de virtualisation qui fait des micro-VM. Donc, a priori, c'est le même Firecracker pour Python, pour TypeScript. Donc, on peut espérer. Voilà. Je fais aucune pré-annonce, hein, c'est pas mon genre, vous savez bien. Mais quand on lit le blog post, Jafar qui a écrit le blog post, il dit on lance le service avec Java. Donc, on peut espérer qu'il y en aura d'autres. Non, moi j'espère en tout cas que ce sera fait, ça paraît faisable et je pense qu'il y aura quand même un bénéfice. Voilà, enfin on aura une consistance des temps de réponse sur API Gateway et ça c'est quand même stylé quoi. Alors, tu as parlé de ton infrastructure classique avec une application qui appelle l'API Gateway en serverless, Lambda qui appelle RDS. Il y a aussi des nouveautés sur RDS. Regardez Oui. la transition quand même. Ah, la transition de vous. Bon, j'avais parlé d'DynamoDB, mais c'est pas grave, je vais pas gager Moi, j'ai entendu JDBC. Tu as RDS, entendu ce que... Mais effectivement, pour RDS, il y a aussi eu des annonces. Donc, il y a eu une annonce, enfin la principale, hein, celle dont moi je peux un peu parler, c'est la Blue Green. Le Blue Green Manager pour RDS. Donc, pas du Blue Green déjà. alors c'est quoi le Blue Green? Donc l'idée c'est, on a un environnement. On a un environnement, il tourne, il est en production, il y a des gens qui sont dessus, ça ronronne. Et il faut le mettre à jour. C'est fatal, soit pour des raisons de mise à jour de sécurité, ou dans le cas d'une base de données, peut-être il faut mettre à jour le schéma pour supporter de nouvelles features. Et ça, c'est une opération qui est extrêmement dangereuse, parce que même si on teste tout en environnement de développement avant, etc., bon, entre le dev et la prod, pour une base de données, c'est quand même pas la même chose. Il est assez rare d'avoir une base de données de dev qui contient toutes les données de la prod, avec peut-être la complexité, la richesse de complexité qu'il peut y avoir. Et donc, c'est une opération dangereuse, et bah avant, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, il y avait plusieurs techniques, hein. On met à jour. Et puis, bah, si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal, bah, on a des snapshots. Hopefully. On restaure un backup. Donc, on restaure un backup de précédent. Bon, c'est pas idéal, ça fait une grosse interruption de service. Ou alors, on peut essayer de faire du Blue Green. Donc, Blue Green, qu'est-ce que ça consiste à faire? C'est de dire, bah, ok, bah, je vais laisser mon environnement de prod qui tourne. Je vais en créer un nouveau, entièrement, et je vais tout dupliquer. Je vais mettre à jour ce nouvel environnement. Et puis, je vais tester qu'il marche bien. Je vais basculer ma production dessus. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal, je peux rebasculer en arrière. C'est l'avantage d'avoir les deux en parallèle. Et puis, donc, si ça se passe mal, je reviens en arrière. Si ça se passe bien, et ben, au bout de quelques minutes où je suis bien convaincu que ça se passe bien, quelques heures, bon, ça dépend le temps qu'il faut pour se convaincre, ben, on enlève l'ancien environnement. Et donc, sur AWS, ça s'y prête bien, parce que finalement, avec le cloud, comme on n'investit pas dans des ressources, le Blue Green, ça s'impose un peu comme une évidence. On fait de l'automatisation, on a une capacité à déployer de nouveaux environnements assez rapidement. Le temps qu'on paye avec deux environnements en parallèle est assez anecdotique, en réalité. Mais faire ça sur des web servers, des instances EC2, des containers Exact. TTS, c'est facile. C'est mais une base de facile, données, mais il y avait c'est une base de stateful. données, c'est stateful, et donc avec Comment une ça base de données, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut faire la nouvelle, donc on repart d'un snapshot, il faut faire la réplication en continu, et puis à un moment, il faut stopper les écritures d'un côté, basculer de l'autre. Bon, c'est pas si facile, donc certains clients, paraît-il, le faisaient, j'en ai jamais rencontré, moi, mais quand j'avais vu l'annonce, on parlait de ça. Et là maintenant, AWS en fait le fait pour nous. Un des enjeux, c'est que notamment les clients qui le faisaient avant étaient obligés de créer une nouvelle, finalement un nouveau cluster, une nouvelle instance RDS, ce qui veut dire un nouveau endpoint, ce qui veut dire qu'au niveau de l'application, il fallait faire la bascule. Oui, ici c'est le service qui va gérer. Alors que là, c'est le la service qui va bascule gérer. DNS. Exactement. Et ça, c'est un gros avantage, puisque l'application pour elle, c'est quasi transparent, en tout cas c'est transparent du point de vue de sa configuration. Il y a quand même une petite interruption de service, hein. Le Blue Green, faut quand même basculer. Les connexions TCP, il n'y a pas de miracle. Oui, il n'y a pas de miracle, les connexions sont perdues, mais bon, on parle de quelques secondes, dizaines de secondes, peut-être minutes pour des cas complexes, faudrait tester. Alors qu'avant, on parlait de potentiellement, des dizaines de minutes d'interruption, voire des heures. C'était typiquement des choses qui se faisaient en HNO le vendredi soir, alors non, pas le vendredi soir, donc le samedi, où on se prépare à travailler le week-end. Bref, c'était pas facile, donc on ne le faisait pas très souvent. On peut espérer que là maintenant, on puisse avoir une meilleure industrialisation de ces opérations un peu critiques, parce que quand on perd sa base de données, en général, l'application elle se porte moins bien quand même.
Cool, ben, belle explication, merci. On va te laisser parce que je sais que tu as la keynote à 8h30, c'est dans 40 minutes et il y a de longues queues, il faut y aller. Donc, merci d'être venu. Tant que tu parles d'RDS, je te laisse passer la place au prochain intervenant. Merci Jérémy. Seb de m'avoir. On se retrouve demain ou après-demain, tu repasses Je repasse quand tu veux, demain si tu veux. Cool, merci. Autre nouveauté sur RDS, c'était la possibilité d'avoir des lectures et des écritures optimisées. En gros, on va dans le service manager RDS aller mettre certaines tables sur des SSD locaux là où la machine fonctionne, de manière à booster la performance à la fois en lecture sur des tables temporaires de MySQL et en écriture. Donc si vous utilisez RDS, regardez le blog post. Je l'ai pas dit, mais comme d'habitude, toutes les notes tous les liens sont dans les notes, que ce soit de la vidéo ou du podcast. Donc vous avez de la lecture pour creuser tous les sujets dont on parle. Prochain invité, Alexis. Merci Alexis d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité. Juste pour l'anecdote, il n'est pas encore 8h du mat. Donc on a des petits yeux, etc. On a aussi des petits yeux parce qu'il y a beaucoup de lumière là-dedans. T'as pas eu ton café? Et j'ai toujours pas eu mon café. Alexis, tu es Solution Architect à AWS France. Exactement. Essentiellement avec les telcos. Exactement. Tu as repéré des nouveautés en tant que telco, le réseau est très important. C'est des choses on a souvent ce genre de discussion avec nos clients. Donc moi, l'annonce que j'ai vue, qui a été fait, rappelé aussi hier soir, donc il y a eu un blog post, il y a aussi Peter DeSantis en a parlé hier soir pendant sa keynote, c'est ENA Express. ENA Express. Donc c'est une fonctionnalité en fait qui va permettre, aujourd'hui vous savez quand on fait du réseau sur AWS, on a une capacité de bande passante par instance, donc on peut avoir 10, 50, 100 gigas, même jusqu'à 200 gigas maintenant. Et aujourd'hui, grâce à cette fonctionnalité, on va pouvoir dépasser, donc on a cette limite par instance, mais on a aussi une limite par flux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les 5 gigas par flux. Donc ce qui peut parfois pour certaines applications être problématique d'avoir un seul flux. Donc après, il faut passer par des protocoles pour multithreader, ce genre de choses. Et la plupart des applicatifs, aujourd'hui, il y a certains applicatifs qui ne le supportent pas. Quel genre d'applicatif? Tu as un use case en tête pour du 5 gigabits souvent, par seconde? dans le domaine telco, on aime bien faire des tunnels. Ouais. Et en gros, quand on veut faire un tunnel, c'est un seul flux. Et en gros, ça risque de problématique. Et si on veut emmener plus de 5 gigas dans ce tunnel, ça va poser problématique. Et après, ça peut être du streaming vidéo, ça peut être pas mal de ce genre de choses où c'est souvent la plupart du temps un seul flux. Et donc cette nouvelle fonctionnalité, donc l'ENA Express, va permettre de passer de 5 gigas à 25 gigas par flux. Donc c'est quand même multiplié par 5, donc c'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, cette fonctionnalité, en fait, c'est une fonctionnalité qu'on va pouvoir activer au niveau des instances. Donc c'est une fonctionnalité qui va permettre de se baser sur un protocole qu'on appelle SRD, qui va permettre en fait de gérer d'une manière transparente pour le client, parce que ça va être fait au niveau des infrastructures, qui va permettre en fait de gérer tout cet aspect de multithreading, de gestion de la congestion, et permettre aussi la reprise en cas d'incident sur un élément d'une. Donc simplement, aujourd'hui, quand on avait un flux avant cette fonctionnalité, en fait, un flux passait par un seul chemin. En utilisant cette technologie, en fait, AWS va pouvoir utiliser, donc vous imaginez, on n'a pas un seul switch, on n'a pas un seul équipement qui gère la partie réseau des infrastructures d'AWS, on a un ensemble d'infrastructures et on pourrait très bien utiliser plusieurs chemins pour échanger entre deux instances. Et justement, cette technologie qu'on va activer en cochant un cloud va permettre de l'implémenter de manière totalement transparente pour le client. C'est similaire à du multipathing. Exactement, sauf que ça le fait d'une manière totalement transparente pour le client. Exactement. Et même pour l'OS, il n'y a rien à configurer au niveau de l'OS. Exactement, vous avez juste à l'activer et en gros, il y a plusieurs aspects, comme j'ai dit, le multipass, la gestion aussi du reordering, c'est-à-dire en gros l'ordonnancement des paquets, ça va être fait au niveau de la carte Nitro, mais plus au niveau de l'OS maintenant. Donc ça permet aussi d'avoir un gain sur ces aspects-là. Et la reprise sur incident. On imagine, là on est sur plusieurs chemins, on a un équipement qui tombe en panne sur le chemin. Et bien, cette fonctionnalité qui va gérer la reprise et la retransmission de cet élément qui a été perdu. Donc ça permet, aujourd'hui, cette fonctionnalité a été activée sur les instances C6 GN 16XL pour l'instant, donc il y en aura plus qui vont venir par la suite. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va vouloir déployer et élargir à plus d'instances par le futur. C'est cool parce que je me souviens, dans une autre vie, travailler dans des data centers, avoir configuré du multipathing dans du Solaris à l'époque. C'était un casse-tête. Hein. Là, il n'y a rien à changer dans là, on le sait, il y avait des clients qui le faisaient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en gros, ils essaient de trouver des solutions, mais c'était pas encore parfait. Mais là, le fait de l'activer, et en gros, c'est un fait un peu comme, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui va tout gérer. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que l'émetteur et le récepteur
et la fonctionnalité d'activer. Donc aujourd'hui, et en fait, on va pouvoir détecter, en gros, est-ce que ma destination elle est compatible ou pas, et on va faire un fallback sur les précédentes technologies qu'on avait, ou passer sur cette nouvelle technologie si on en a besoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la capacité, il y a des métriques qui ont été ajoutées au niveau de l'instance, c'est-à-dire qu'au niveau de l'OS, vous pouvez faire un ETH tool comme on avait pour voir à peu près les statistiques sur les paquets perdus, ce genre de choses. Et là, on va avoir des nouveaux métriques qui vont pouvoir savoir justement le nombre de paquets qui ont utilisé ce genre de technologie et d'avoir un peu plus de visibilité sur est-ce que c'est réellement utilisé ou pas dans le cas de mon site. C'est utile pour quoi? Pour les telcos, pour le HPC, pour... Exactement. En fait, tout ce qui va être intensif d'un point de vue d'avoir des flux au-delà de 5 gigas. Et en fait, tout ce qui va être tuning, vidéo, ou en gros, on voit il y a quand même de plus en plus de technologies. On va essayer du web en général, on n'a pas des flux de 5 gigas, c'est tout. Par définition, mais voilà, on commence à avoir des use cases où... Après, il y a une chose qu'il faut aussi attirer l'attention, c'est que donc ça améliore la bande passante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de 5 gigas à 25 gigas. Malheureusement, ça ne va pas améliorer les performances d'un paquet par seconde. Donc c'est ça aussi, il faut un peu aujourd'hui relativiser, ça va vraiment aider pour la partie bande passante, mais on a encore cette contrainte potentiellement de paquets par seconde qui peut être aussi bloquant, mais cette contrainte ne va pas être levée avec cette fonction. Cool. Donc elle est disponible aujourd'hui, il suffit de l'activer. De voir les différentes perspectives aussi, des perspectives plus infrastructure, plus réseau, et puis des perspectives plus applicatives, comme on a parlé avec Jérémy avant. Prends le micro si tu veux. Parce que moi, sur le réseau, il m'a perdu là. Moi, je suis beaucoup plus sur la partie développeur applicatif. Donc il y a plein de mots avec juste les... Mais bon, bien. Bien, merci à Alexis aussi. Autre chose, non? Rien de ton côté? Moi, j'avais on reviendra. Oui, de toute façon, il y aura un podcast encore demain et un après-demain. J'allais dire jeudi soir, mais ça sera peut-être vendredi matin, heure de France. J'avais noté quelques petites choses aussi. Dans CloudWatch, maintenant, il y a moyen de faire du cross-account observability. Vous savez, CloudWatch, c'est ce système qui permet de collecter des métriques et des logs au niveau d'un compte. Maintenant, il est capable aussi d'agréger des logs et d'avoir depuis un compte central une vue sur l'ensemble de vos métriques sur différents comptes et différents logs. AWS Backup a annoncé aussi une protection par CloudFormation. Ça, c'est assez cool parce qu'avant, on devait pointer backup sur des instances EC2, du S3, des bases de données séparément. Maintenant, on peut le pointer sur un stack CloudFormation. Il va regarder toutes les ressources qui ont été créées par CloudFormation et faire le backup de l'ensemble du stack de façon synchrone, de manière à ce qu'on puisse restaurer tout un stack d'un seul coup. Je trouve ça plutôt sympa aussi. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais noté. Il y a le blog post, les blog posts AWS News avec Jeff Barr. Il y a eu plus de 20 blog posts qui ont déjà été publiés et on est qu'au début. Il y a la keynote d'Adam Slavinsky qui va commencer dans une demi-heure et on en parlera demain lors d'un prochain épisode du podcast AWS en français. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout, en vidéo ou en audio. Rendez-vous demain pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.